Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est ensemble jusqu'à 9 h, mais pour le moment, il est 8 h 15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est l'eurodéputée UDB pour Union démocratique bretonne, Lydie Massart, qui est avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On va parler d'Europe, ça va pas vous surprendre ce matin. J'avais envie de commencer cette interview par l'Europe des régions. Et si finalement une Europe fédérale, une Europe des régions était la solution pour être au plus près de la réalité ou des réalités même culturelles des territoires. Vaste question, vous avez 25 minutes. Effectivement, c'est tout à fait la vision de l'Europe qu'on a. Et je pense que c'est important de faire valoir cette vision-là. D'ailleurs, dans mon rôle de député, ce que j'entends le plus souvent, c'est que l'Europe est quelque chose de technocratique, d'administratif, et que finalement les gens se sentent très très loin de l'Union européenne. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a de faibles intentions de vote pour le scrutin du 9 juin. C'est parce que en fait les gens ne voient plus ou ne voient pas ce que l'Union européenne leur apporte réellement. Et pourtant, l'Union européenne a de vrais impacts sur les territoires. Et nous, en Bretagne, on a été de grands bénéficiaires via les politiques de cohésion. L'Europe a énormément financé, et moi je viens du centre-Bretagne, et en particulier le centre-Bretagne, financé énormément d'équipements, a fait beaucoup pour l'agriculture. Et moi j'aimerais aujourd'hui qu'on ait de nouveau cette vision-là de l'Europe, d'une Europe qui soit proche des gens et proche des territoires. Malheureusement, il faut bien dire que c'est pas le cas, et c'est tout l'enjeu de ce scrutin, c'est de montrer une image positive de l'Europe, mais aussi d'être conscient des changements qui doivent être opérés en Europe pour qu'on ait vraiment des politiques qui viennent des territoires, des régions, et ne plus avoir des politiques qui viennent des chefs d'État, comme on le voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit que ça aboutit à une impasse. Aujourd'hui, c'est très criant. Avec la guerre en Ukraine, on voit qu'aujourd'hui, les chefs d'État sont incapables d'avoir une vraie politique européenne et de se mettre tous d'accord. On l'a vu aussi avec la crise des agriculteurs. L'Europe est absolument incapable d'apporter une réponse adaptée aux problématiques des territoires. On voit cette défiance, hein, elle transparaît un petit peu dans vos propos, Lydie Massart, cette défiance finalement de la femme, de l'homme, de la rue, j'allais dire des Français, des Bretons, bien entendu. Alors bien que les Bretons soient un peu une exception, on a toujours été un peu plus européens que les autres, européistes, je ne sais pas comment on peut dire, mais aujourd'hui on voit quand même que les extrêmes gagnent du terrain, qu'il y a une défiance vis-à-vis de cette Europe-là. C'est souvent le terme employé, de cette Europe-là. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en premier lieu pour avoir une Europe différente? Alors, nous, ce qu'on défend, c'est une Europe et des politiques européennes qui se rapprochent des territoires. Quand je parlais tout à l'heure de la crise agricole, par exemple, on a bien vu que l'Union européenne était incapable d'apporter une réponse cohérente. Que finalement, ce que demandent les agriculteurs, n'est pas forcément l'arrêt des normes écologiques, etc. C'est de pouvoir vivre dignement de leur travail. Voilà, c'est la principale revendication des agriculteurs. L'Union européenne n'a pas été capable d'apporter des réponses qui soient réellement adaptées. Et pourquoi ? Parce qu'on s'entête à faire des politiques qui viennent d'en haut sans penser au territoire. Je donne un exemple. Aujourd'hui, en Bretagne, on produit parfois pour 6 fois notre population. Moi, je viens de Pontivy, c'est vraiment une politique... Enfin, l'agriculture a vraiment est prépondérante. Voilà. En Corse, on produit pour moins de 20% des besoins alimentaires de l'île, et en plus, les coûts de production sont supérieurs d'au moins 10% de ce qui se fait sur le continent. En Provence, on a énormément de monoculture et beaucoup de vin, et
très peu d'agriculture vivrière parce qu'il n'y a plus de foncier. On a bétonné la côte. Voilà. Et pourtant, là, on a par exemple 3 problématiques qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Et pourtant, l'Europe apporte une réponse unique à toutes ces problématiques. Or, ça, c'est pas la réalité des territoires. Je veux dire, il faut que l'Europe puisse s'adapter aux territoires. La région Bretagne a proposé, par exemple, d'être terre d'expérimentation pour sortir des pesticides. Qui, aujourd'hui, a entendu cette voix-là dans l'Union européenne? Personne. Il y a aussi une Europe des lobbies, il faut bien le dire aujourd'hui, à Bruxelles, à Strasbourg, il y a beaucoup de lobbyistes qui, je vais prendre un terme un peu désuet, mais qui grenouillent un peu autour de Parlement et qui essaient de faire passer des idées. Est-ce que là aussi il faut avoir des règles différentes sur les lobbies? Est-ce qu'il faut les écarter un peu, les éloigner un petit peu finalement du politique? Alors, moi j'ai l'habitude de dire que les lobbies, c'est comme les vampires, en fait. On va se faire des amis ce matin. Non, mais ça grenouille au Parlement européen, comme vous le dites, dans les institutions européennes. Et en plus, ils ont quand même l'habitude parfois d'avoir une influence je dirais un peu indécente sur les textes qui sont votés. Et si je dis vampire, c'est parce qu'en fait, ils enlèvent l'essence parfois des textes votés. Je pense à ce qu'on a voté sur les emballages, par exemple, où le lobby des emballages a été vraiment énorme et où finalement le texte a été vidé de sa substance, en tout cas en partie. Donc, bon... Ce qu'il y a de bien au Parlement européen sur les lobbies, c'est que finalement, ils sont légaux et donc on les voit. Et puis, il peut y avoir aussi bien des lobbies citoyens que des lobbies, économiques. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que les gros lobbies ont trop de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait réglementer. Voilà, c'est vraiment important. Et encore une fois, sur le sujet de la crise agricole, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille et que je connais un peu, je trouve dommage que les gros lobbies et les gros syndicats européens aient mis la main sur le Green Deal et sur la politique de la ferme à la fourchette. Je trouve ça dommage. L'Union européenne avait de grandes ambitions et ces ambitions ont été un peu mises à mal. Et d'ailleurs, on dit souvent que l'Europe est une Europe des normes, mais je veux dire, si on avait vraiment pris les textes avec toutes leurs ambitions comme ils étaient au départ, on ne serait pas obligé de faire du rafistolage avec des tonnes de normes qui font effectivement des bibles et qui mettent les agriculteurs en colère. Et qui deviennent incompréhensibles. C'est ça. Il faut bien le dire, pour tout un chacun, il s'agit de les parcourir un peu, ces normes. Même pour le journaliste, ça devient très vite compliqué. On a aussi une Europe de la finance aujourd'hui. Est-ce que c'est finalement ça aussi que les Européens, les Français, les Bretons... alors, je vais peut-être pas dire refuse, mais en tout cas, là aussi, on a un doute sur cette Europe cette Europe de la finance. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas réguler, qu'il ne faut pas avoir une Europe de la finance, mais elle a sans doute pris un peu trop de place. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans le discours de tout un chacun. Alors ça, c'est vraiment une chose sur laquelle nous, on se bat. C'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, en fait, s'est construite sur une idée. C'est l'idée que la prospérité économique allait assurer la paix. Voilà, c'est la construction européenne. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à sortir de là. Et pourtant, on en a besoin. On voit, il y a de vrais blocages aujourd'hui dans l'Union européenne. Quand on dénonce des accords de libre-échange, par exemple, effectivement, ce sont des accords de libre-échange qui ne sont pas justes. Et on permet à des produits de rentrer sur le sol de l'Union européenne qui sont interdits de production en France. Qui ne respectent pas les mêmes normes, en tout cas, de production. Ça. Et ça, c'est un vrai problème. Et on le fait au nom d'une prospérité économique qui assurerait la paix. Mais aujourd'hui, on voit, en particulier avec la guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe, que la paix n'est plus assurée aujourd'hui en Europe. Et que donc, ce n'est pas la prospérité économique seule qui nous permettra de vivre en paix. Il faut que l'Europe passe une nouvelle marche. Il faut que l'Europe passe une marche sociale. Et puis, il faut que l'Europe nous protège
nous, les citoyens européens. Et pour ça, on a besoin d'une Europe plus fédérale, avec une vraie diplomatie européenne, avec une vraie politique de défense européenne, avec une vraie politique sociale européenne. Et c'est ça qui nous permettra de garantir la paix dans l'Union européenne. Donc l'Europe fédérale, on lâche le mot. Alors ça ne va pas plaire forcément à ceux et celles qui défendent plutôt une Europe des nations. Est-ce qu'aujourd'hui elle a fait long feu finalement, l'Europe des nations ? On voit les blocages devant lesquels on est. Par exemple, quand il a fallu voter une nouvelle aide pour l'Ukraine, je veux dire, il a fallu faire en sorte que Viktor Orban aille boire un café pour que ça passe à l'unanimité. Parce que sinon, on était bloqué. C'est quand même délirant. Il faut changer ces règles aussi, comme l'unanimité pour avoir un vote. J'allais dire l'unanimité pour avoir un vote unanime. C'est un peu un pléonasme, mais il faut supprimer cette règle, il faut la modifier. L'unanimité, c'est le symptôme visible de l'Europe des États. C'est ce qui montre qu'aujourd'hui, l'Europe est dirigée par ses chefs d'État qui ne sont pas forcément proches des citoyens, en tout cas qui ne sont pas forcément proches de ce que vivent les citoyens sur les territoires, et c'est là que le bas blesse. Même nous, au Parlement européen, on a des pouvoirs qui sont extrêmement limités. Je trouve scandaleux que le Parlement européen n'ait pas pu se positionner sur le glyphosate. Ça a été une décision du Conseil de l'Europe, donc d'une décision des chefs d'État. Et pourtant nous, au Parlement européen, on représente les citoyens. Je suis désolée, mais cette histoire de glyphosate, on parle quand même de la santé des citoyennes et des citoyens de l'Union européenne. Et on n'a pas pu voter sur cette question. Donc il faut, maintenant que l'Europe évolue, il faut que les citoyens et les citoyennes puissent avoir une parole plus forte. Et il faut aussi que les régions, que les territoires puissent être représentés. Il y a bien le comité des régions, mais il n'a qu'un rôle consultatif, donc à aucun moment il n'est décisionnaire. Et pourtant, la vie quotidienne des Européens et des Européennes, elle ne se fait pas dans les capitales, dans les sphères des ministères. La vie quotidienne des Européens et des Européennes, elle se fait sur les territoires, avec des différences selon les territoires, avec des manières de vivre différentes. Et ça, il va bien falloir que l'Union européenne en tienne compte. Et c'est sur cette base-là que nous avons fait notre liste pour cette campagne qui arrive, sur la base des territoires et des besoins des citoyennes et des citoyens. Alors les territoires, c'est une réalité territoriale, bien sûr, géographique, linguistique, culturelle. Alors je dis linguistique pour nous en Bretagne, mais on pourrait dire la même chose pour nos amis corses ou nos amis en Occitanie. Aujourd'hui, on voit... j'allais dire une résurgence de l'envie de région. On parle beaucoup d'autonomie. Alors, ça fait toujours encore un peu peur, l'autonomie aujourd'hui. Mais un fait est certain, c'est que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a lancé avec le président de la République cette idée d'autonomie de la Corse, qui fait son chemin. On a vu le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Gérard, prendre un petit peu la chose au vol en disant mais chiche, pourquoi pas la Bretagne? Nous aussi, on a des envies d'autonomie. Est-ce que demain, on passera inévitablement par un grand besoin de décentralisation et des autonomies, ou une autonomie, je ne sais pas comment on peut dire, des régions, et on construira quelque chose qui sera peut-être plus en phase avec l'Europe? En tout cas, c'est mon souhait. Vous savez que je viens de l'UDB et de Régions et Peuples Solidaires. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on défend. Et d'ailleurs, vous savez que au niveau européen, nous sommes une exception. La plupart des pays européens ont un système fédéral ou un système unitaire, mais avec des régions décentralisées, voire même autonomes. C'est un petit peu le cas de l'Espagne. Exactement. Donc nous sommes l'exception, et je suis très satisfaite de voir qu'aujourd'hui, en France, il y a une prise de conscience. Et que les individus, les hommes et les femmes des régions se rendent compte que cette politique complètement centralisée, elle n'est pas logique. Il y a une prise de conscience finalement des citoyens, des citoyennes pour dire voilà, on est sur nos territoires et on a envie de faire entendre nos voix. C'est ça. Et je dirais que nous, les autonomistes, on est certainement le meilleur rempart contre l'extrême droite aujourd'hui. D'ailleurs, vous disiez que le mot autonomie fait peur, et pourtant,
l'autonomie, c'est quelque chose de très positif. Quand on parle de l'autonomie d'un enfant, qu'on parle de l'autonomie des personnes âgées, l'autonomie, c'est un concept positif, sauf quand on parle d'autonomie institutionnelle. Là, voilà, on serait rabaissé, finalement, nous les citoyens et les citoyennes, au rang d'enfants qui sont incapables de se débrouiller par eux-mêmes. Mais non, nous sommes des citoyens et des citoyennes, nous venons des territoires, nous avons une histoire, nous avons des particularités, et la politique doit s'adapter à ça, et pas l'inverse. Et je crois qu'on a voulu faire des politiques qui sont complètement universelles, et que ces politiques-là ont renforcé l'extrême droite, et en particulier en Bretagne, où jusque-là, on était très pro-européen, et on arrive dans une situation où, parce qu'on a fait des politiques qui sont complètement universelles et qui ne parlent plus aux gens, eh bien, ces idées progressent à vitesse grand V, et ça, c'est très inquiétant. J'ai posé la question à plusieurs invités au micro de la matinale de Bretagne 5 sur cette progression, cette montée des partis d'extrême droite. Alors on le voit pour le RN par exemple, qui aujourd'hui est crédité pour les élections européennes, selon les sondages d'intention de vote qui est aussi entre 28 et 31%, même certains sondages vont jusqu'à 34%. Ça ne reste que des sondages bien entendu, hein, mais c'est quelque chose qui est de nature à vous inquiéter, cette progression du RN, et particulièrement, et vous le soulignez ici en Bretagne. Oui, ça m'inquiète même beaucoup. La Bretagne, en fait, nous, autres qu'autonomistes, nous défendons la diversité. Voilà. Et nous savons que vivre la diversité, c'est vivre dans la paix. Et nous savons que la diversité et l'acceptation de la diversité, c'est ça qui permet le vivre ensemble. Et là, on va faire tout le contraire. L'extrême droite progresse, on va s'enfermer encore un peu plus. Et d'ailleurs, c'est paradoxal, alors qu'on en parlait, les territoires demandent de l'autonomie, il va y avoir un vote qui est un vote encore plus centralisateur, parce que finalement, l'extrême droite est extrêmement centralisateur, et que derrière ces slogans où l'extrême droite dit on s'intéresse aux gens et à ce qu'ils vivent, en fait, derrière ça, ils ont une politique qui est une politique extrêmement étatique et extrêmement centralisatrice, qui est le contraire de ce que les gens demandent. Donc moi, je crois que nous, les autonomistes et les gens qui défendons les territoires, on est cette barrière, et on est finalement ce qu'on n'a pas encore expérimenté en France, la politique des territoires, et que on est un rempart contre l'extrême droite, parce qu'on sait ce que c'est que vivre la diversité, nous, les régions à forte identité. On la vit tous les jours depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et je crois qu'on a vraiment quelque chose à apporter dans la politique actuelle. Alors il y a une peur de l'étranger, on le sent aujourd'hui, peut-être relayée par la sphère médiatique, il faut bien le dire, il faut balayer devant notre porte, mais il y a aussi les problèmes d'immigration qui sont réels, qui sont là. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire on fait ça, on fait autre chose, mais aujourd'hui, il y a une peur en fait, de cette immigration massive. Alors quand je dis massive, c'est sur le nombre, évidemment. Comment justement l'Europe est peut-être la solution pour essayer, j'allais dire, non pas de contrer cette immigration, mais en tout cas de mieux accueillir les gens, de mieux les répartir? Alors, vous avez tout à fait raison. Et aujourd'hui, la politique européenne, qui est, je le dis encore une fois, une politique des chefs d'État et une politique des États, n'est pas cohérente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vraie politique européenne pour gérer les flux migratoires et pour accueillir correctement et pour permettre aux gens de vivre correctement sur leur territoire, c'est-à-dire pour empêcher toutes ces migrations économiques et climatiques, on a une politique, ce que j'appelle une politique de pansement. Plutôt que de penser une politique de flux migratoires, on préfère arroser des dictatures de millions d'euros pour retenir des flux migratoires. Sauf que de dire à des gens qui vivent mal sur leur territoire, qui doivent rester chez eux et à tout prix, ou les bloquer en Libye, en Égypte, comme on le fait aujourd'hui, en arrosant ces pays, ces dictatures avec des millions d'euros, c'est illusoire. Parce que quand on est malheureux chez soi, quand on est très malheureux chez soi, on n'a rien à perdre. Donc on fait ce qu'il faut pour transcender les frontières. Et ça, on n'y changera rien. Et donc la politique
européenne doit être une politique ambitieuse. Et il doit y avoir une vraie politique étrangère européenne. Et la clé, elle est là. Et pour l'instant, on n'a pas cette politique. Et effectivement, si on avait une vraie politique européenne concernant les flux migratoires, on pourrait mieux répartir les personnes qui arrivent, on pourrait mieux accueillir et surtout, on pourrait avoir une vraie politique extérieure pour permettre le développement économique et la préservation du climat, parce que les réfugiés climatiques, il y en a aujourd'hui de plus en plus, et avoir des vraies politiques qui permettraient de réguler ces flux migratoires. Alors le climat, c'est aussi une grande préoccupation, on le voit au niveau de l'Europe, au niveau des jeunes qui sont de plus en plus nombreux, nous dit-on, à s'engager en politique, ou en tout cas à s'engager pour des grandes causes, et le climat en fait partie. Il y a une grande inquiétude. Aujourd'hui, on voit les rapports du GIEC qui s'accumulent, les rapports également des différents instituts météorologiques. Là aussi, il va falloir que l'Europe, j'allais presque dire, se bouge. Elle le fait déjà, bien sûr, se bouge pour que on puisse avoir de véritables politiques climatiques, en tout cas pour essayer aussi d'influencer les autres pays au niveau géopolitique. Est-ce qu'il y a une urgence? Je connais déjà presque le début de votre réponse, mais une urgence à ce propos? Il y a une urgence et il faut dire que sur ce dernier mandat, la politique européenne concernant les enjeux climatiques et environnementaux était extrêmement ambitieuse. Le Green Deal était ambitieux. C'est dommage. On a tout gâché. On est passé à côté de quelque chose. On est passé à côté de quelque chose. Vraiment, c'est dommage. Et là encore, c'est parce qu'on a laissé la main dans l'Union européenne, on l'a dit tout à l'heure, on a laissé la main au lobby, on a laissé la main à des intérêts nationaux. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Quand on a une Europe qui n'est pas une Europe fédérale, qui n'est pas une Europe qui a une vraie politique, eh ben en fait, on a des petits intérêts nationaux qui arrivent. La France veut préserver son petit truc, l'Allemagne sa production de voitures. Voilà. Alors tout le monde y va de ses petits desiderata, et finalement, on arrive à quelque chose qui n'a pas de corps, qui n'existe pas vraiment. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, à quelque chose qui avait de grandes ambitions et qui est bloqué par tout un tas de normes diverses et variées. Et finalement, on n'y comprend plus rien. Et la politique européenne perd de sa clarté. Et c'est comme ça que les citoyens et les citoyennes, à juste titre, disent « en fait, l'Europe, c'est un truc complètement technocratique qui ne marche pas ». Aujourd'hui, les enjeux environnementaux nous obligent. Voilà. Et l'Union européenne doit répondre à cette obligation et doit aller vers une vraie politique avec, pour le coup, un vrai couple Union européenne-territoire. Parce que l'écologie, elle ne se pense pas des ministères. L'écologie, c'est l'écologie des territoires. Nous, en Bretagne, on est particulièrement concernés. Les algues vertes, la pollution des eaux, les pesticides, etc. On vit ça tous les jours. Donc l'écologie, c'est une écologie des territoires. Et doit y avoir un vrai couple entre les régions et l'Union européenne qui se met en place avec des vraies politiques, je dirais, qui parlent à la vie quotidienne des Européennes et des Européens. Et en Bretagne, on est frappé aussi évidemment par ce changement climatique. On dit qu'à l'horizon 2100, de nombreuses constructions qui sont en bord de mer vont disparaître. C'était on en parlait dans la revue de presse ce matin avec la une de nos confrères du Télégramme. Il y a aussi l'Europe sociale. Alors il nous reste 5 petites minutes, ça va aller très vite. Mais j'aurais voulu vous entendre sur l'Europe sociale parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le gouvernement va donner un tour de vis pour essayer d'endiguer le déficit de l'État. Tour de vis qui va aller vers l'assurance chômage, qui va aller vers les plus précaires. On a compris cela. Il n'y aura pas un équilibre parfait. Est-ce qu'il faut très vite aller vers une Europe sociale ? Alors, cette fameuse Europe sociale, moi, j'en entends parler depuis que je suis en âge de comprendre. Je vous rassure, comme journaliste aussi. Et on ne la voit jamais arriver. Et pourtant, elle est quand même plus que nécessaire. On a longtemps parlé des travailleurs détachés, etc. Le plombier polonais, c'était devenu un peu la gimmick. Tout à fait. Et on n'a pas avancé d'un pouce, en fait, aujourd'hui. Et pourtant, il y aura quand même il y a des choses simples à faire. Quand on voit que, par exemple, en France, on a manqué de Doliprane, ça interroge. Ça interroge. Voilà.
c'est des choses très simples que l'Union européenne pourrait résoudre très facilement si elle avait de vraies politiques. Et c'est la même chose que les politiques environnementales, c'est la même chose que la politique extérieure avec la diplomatie de l'Union européenne. C'est-à-dire que chaque État, encore une fois, défend ses petits intérêts et qu'il faut qu'on sorte absolument de là, qu'on aille vers une Europe qui soit plus fédérale et puis surtout vers une Europe qui soit sociale, mais par le haut. Parce qu'aujourd'hui, le peu d'avancées sociales qu'on a, c'est quand même plutôt par le bas, il faut bien le dire. Et on préfère, le libre-échange fait qu'on préfère favoriser des pays où la main-d'œuvre coûte moins cher et où, donc, par conséquence, où il y a moins de droits sociaux que des pays où on est plus avancé au niveau de droits sociaux. Donc, il faut avoir une vraie politique européenne et pour ça, il faut avoir une Europe plus fédérale. Mais il faut aussi, pour avoir cette Europe plus fédérale, que l'Europe puisse se financer. Voilà. Le nerf de la guerre, là encore. Tout à fait. La diplomatie, vous avez évoqué tout à l'heure en commençant cette guerre aux portes de l'Europe, cette guerre en Ukraine, avec ces discussions autour des aides. Là aussi, tous les États ne sont pas d'accord pour aider l'Ukraine à vaincre la Russie. Et puis, il y a eu cet attentat à Moscou, cette pression qui se fait jour en fait à nouveau sur l'Ukraine, une Europe au bord de la guerre, on parle même de Troisième Guerre mondiale, donc ce qu'on n'aurait jamais imaginé il y a encore quelques années. Est-ce que là aussi l'Europe va devoir, j'allais un peu prendre la métaphore sportive, montrer les muscles? Alors, oui, je le pense, mais il ne suffit pas juste de montrer les muscles pour montrer les muscles. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir, je l'ai dit tout à l'heure, une vraie politique extérieure. Et il faut aussi avoir une vraie politique de défense. Il faut une défense européenne, là aussi un petit peu comme l'Europe sociale, on entend beaucoup parler de la défense européenne. C'est vrai, on en entend beaucoup parler. Ce qui est dommage, c'est qu'on commence à en parler sérieusement quand on est dans une crise et que finalement c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, on a deux blocs qui s'affrontent, le bloc de Poutine et l'OTAN. En fait, c'est ça la réalité. Et l'Union européenne, malheureusement, ne joue pas son rôle. Parce qu'il n'y a pas de puissance européenne aujourd'hui. Voilà. Et pourtant, tout ça, tout le théâtre de cette guerre, c'est l'Union européenne, c'est en Europe. Voilà. Donc l'Union européenne devrait jouer un rôle prépondérant. Et pourtant, elle est presque un nain sur ce théâtre de conflit. Donc il est vraiment temps que il est trop tard maintenant. La guerre est là, donc il est trop tard. C'est la diplomatie qu'il y ait une vraie défense européenne. C'est la diplomatie qui doit prendre le pas là. Mais d'abord il faut une vraie diplomatie, c'est la première chose. Mais maintenant que la guerre est là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut penser à une vraie coopération dans la défense. C'est très difficile d'imaginer dans les 2 ou 3 ans qui viennent une armée européenne, évidemment. Et puis voilà, comment on s'organise, etc. Mais une coopération dans l'achat des armes, etc. Et là, je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu, mais encore faut-il qu'aujourd'hui, les États acceptent de coopérer sans prendre en compte leurs intérêts personnels. On parlait de l'Europe ce matin avec Lydie Massart, eurodéputée UDB. Alors je le précise pour nos auditeurs qui sont un petit peu loin, l'UDB c'est l'Union démocratique bretonne, une Europe des territoires, une Europe fédérale. La campagne a commencé, j'imagine que vous êtes beaucoup sur le terrain, beaucoup sollicité. Tout à fait. Alors d'ailleurs cette semaine je fais une tournée en Bretagne et puis je ferai d'autres territoires juste après. Voilà. Voilà, on va parler de l'Europe tout au long de cette campagne et vous reviendrez évidemment au micro de Bretagne 5 matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.